Bonjour, bienvenue dans le 12-13 à la une de ce mardi 20 octobre. La mosquée de Pantin en Seine-Saint-Denis sera fermée mercredi soir sur ordre du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Ce lieu de culte avait relayé la vidéo du père d'une élève du collège de Conflans-Sainte-Honorine qui s'indignait du cours du professeur Samuel Paty. L'imam de la mosquée disait lui avoir des regrets. Cette année, la campagne de vaccination pour la grippe va-t-elle être victime de son succès? Elle a été lancée il y a une semaine et certains pharmaciens manquent déjà de vaccins. De plus en plus de personnes choisissent le vélo pour se déplacer. Et bien, conséquence directe sur les chiffres de la sécurité routière qui viennent d'être publiés, de plus en plus d'accidents graves touchent les cyclistes. Et alors que beaucoup de sorties cinéma sont décalées en raison de l'épidémie, lui a décidé d'être à l'affiche. Aujourd'hui, Albert Dupontel est de retour avec Adieu les cons et ça vaut le déplacement. Le temps, regardez, c'est couvert et agité avec des vents forts sur de nombreuses régions. 4 départements des Pyrénées sont placés en vigilance orange à cause des vents qui vont souffler parfois jusqu'à 200 km/h. C'est attendu. Tempête Barbara qui devrait être particulièrement violente dans la nuit. Elle faisait partie des lieux de culte dans le viseur du gouvernement depuis l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine. La mosquée de Pantin, en Seine-Saint-Denis, va devoir fermer pour 6 mois à partir de mercredi soir. Le ministre de l'Intérieur lui reproche d'avoir partagé une vidéo sur sa page Facebook qui mettait en cause le cours du professeur Paty. L'imam, lui aussi mis en cause, dit lui exprimer des regrets. Manon Bougot, Éric Mézy. La mosquée de Pantin, dans le collimateur du gouvernement. Sa fermeture a été demandée et c'est ce matin que les policiers viennent afficher l'arrêté. Devant les portes de l'établissement, les fidèles lisent le document. Vous trouvez que c'est beaucoup? Oui, c'est beaucoup, 6 mois. Surpris par ces 6 mois de fermeture. Vous les avez lus? Et d'apprendre comme ça, c'est triste, quoi. Je ne sais pas comment ça va se faire. C'est un lieu de culte, il n'y a jamais eu de problème. Donc je ne comprends pas pourquoi. Selon le ministre de l'Intérieur, la décision a été prise au lendemain de l'attentat contre Samuel Paty. Ce sont les personnalités du recteur de la mosquée, Mohamed Eniche, et de l'imam Ibrahim Aboutala qui inquiètent les autorités. 2 hommes connus pour leur lien avec le salafisme, peut-on lire sur le document. Deuxième grief selon l'arrêté, cette mosquée a relayé la vidéo dénonçant le cours de Samuel Paty sur les caricatures du prophète. Un appel à la haine pour Gérald Darmanin, invité hier soir à la télévision. Son dirigeant a relayé le message qui consistait effectivement à dire que ce professeur devait être intimidé, en relayant d'ailleurs l'adresse du collège. L'imam de cette mosquée a, parmi ses enfants déscolarisés dans l'école interdite de la semaine dernière que j'ai fait fermer à Bobigny. Interrogé ce matin, le responsable de la mosquée mise en cause ne nie pas l'existence de problèmes, notamment avec l'imam, mais jure que c'est de l'histoire ancienne. Depuis, on a fait un travail ensemble. Je lui ai expliqué qu'il faut qu'on évolue vers un islam de France. Donc il a beaucoup évolué. Il ne faut pas rester toujours dans l'image de quelqu'un il y a 5 ans, il y a 6 ans. Beaucoup de gens évoluent. La fermeture de la mosquée de Pantin sera effective demain soir. Et 4 jours après l'attaque du professeur Samuel Paty, les enquêteurs tentent toujours de reconstituer la chronologie des faits et les éventuelles complicités. Comment le terroriste, par exemple, a-t-il réussi à reconnaître le professeur? Devant le siège de la DGSI à Levallois-Perret, on vous retrouve en direct. Anne-Claire Poignard, une quinzaine de personnes sont donc toujours en garde à vue. Oui, absolument. Et au cœur de l'enquête, il y a notamment cette question centrale. Comment le terroriste qui était domicilié à 100 km du collège de Conflans-Sainte-Honorine a-t-il identifié sa victime? Eh bien, on sait désormais qu'il a lui-même contacté par téléphone un parent d'élève, ce parent d'élève qui avait initié la polémique sur Internet sur le cours de Samuel Paty. Ce parent d'élève qui avait publiquement livré le nom de l'enseignant fait partie des personnes en garde à vue. On ne sait pas pour l'heure s'il avait répondu à l'appel du jeune Tchétchène. Et puis, autre élément, dans l'heure qui a précédé l'attaque, on sait que le jeune homme a rôdé autour du collège. C'est là qu'il a proposé de l'argent à des collégiens. On parle de 300 € en liquide, de l'argent en échange d'informations sur Samuel Paty. Quels éléments les collégiens ont-ils livrés à ce moment-là? Ils sont 5 entendus en ce moment par les enquêteurs.
Merci beaucoup Anne-Claire Poignard. Dans la chronologie des faits, tout part en tout cas de vidéos relayées sur les réseaux sociaux. La ministre Marlène Schiappa a donc reçu ce matin les patrons français de toutes les plateformes, Facebook, Twitter, Google, TikTok, Snapchat, pour les mobiliser contre la haine en ligne et contre ce que l'exécutif dénomme désormais le cyber-islamisme. En parallèle de l'action menée, il y a aussi le temps de l'hommage en direct de la Sorbonne. On vous retrouve, Guillaume Daré. Guillaume, c'est ici que demain après-midi, le président Emmanuel Macron va rendre un hommage national à l'enseignant Samuel Paty. Oui, absolument, et c'est un lieu évidemment extrêmement symbolique. La Sorbonne comme symbole de l'esprit des Lumières, de l'enseignement et du rayonnement culturel de la France. Un choix fait en accord avec la famille du défunt, précise l'Élysée. Alors que je vous rappelle, Emmanuel Macron a reçu hier matin les proches de Samuel Paty. Alors demain, aux côtés du chef de l'État, il y aura bien sûr le Premier ministre, les membres du gouvernement, ou encore notamment les présidents des deux assemblées. Et au cœur du discours d'Emmanuel Macron, on retrouvera les valeurs de l'école et de la République. Et Samuel Paty sera décoré à titre posthume de la Légion d'honneur et des palmes académiques. Cet hommage devrait débuter autour de 19h et évidemment en raison des mesures sanitaires et des restrictions prises en raison de la crise du coronavirus, eh bien, le nombre de personnes qui pourront y assister sera limité. Merci beaucoup Guillaume. Ce nouvel attentat rouvre de nombreuses blessures. Dimanche par exemple, à Saint-Étienne-du-Rouvray en Seine-Maritime, une centaine de personnes ont répondu à l'appel des représentants de toutes les religions et se sont rassemblés devant l'église où le père Hamel avait été tué par un terroriste en juillet 2016. Comment les habitants ont-ils réussi à se reconstruire plus de 4 ans après cet acte terroriste? Reportage de Maxime Fourier et de Félix Bollez. 4 ans après l'attentat contre le père Jacques Hamel, l'assassinat vendredi du professeur Samuel Paty ravive les plaies des habitants de Saint-Étienne-du-Rouvray. Il y a 2 ans, 3 ans, père Hamel, aujourd'hui c'est là. Je ne sais pas, je comprends pas. Je comprends pas les gens, pourquoi ils font du mal aux gens comme ça, je sais pas. L'horreur absolue de ne pas pouvoir exercer un métier dans un pays où on a pour devise liberté, égalité, fraternité. Dans le quartier du Château Blanc, on tente de se reconstruire. L'association Aspic, présente depuis 40 ans, donne la parole à la jeunesse. Hier, j'ai reçu des messages où un garçon m'a dit tu fais honte à la religion, t'as un voile, tu te maquilles, le genre de filles comme ça qu'on devrait exploser, qu'on devrait tuer surtout. Et il te connaît pas? Je le connais pas du tout. Il faut se battre contre tout ça. Il faut résister. C'est la résistance. Non mais c'est vrai, défendre nos libertés, et encore plus les libertés des jeunes filles. Nathalie Rowe, présidente de l'association, raconte le long chemin qu'il a fallu parcourir à Saint-Étienne-du-Rouvray pour refaire société, pour retrouver un horizon commun à tous. Ça nous a permis de renforcer les liens avec la population parce qu'on l'a traversé ensemble, cet événement. Cet événement-là nous a permis aussi de reconsidérer justement la question du vivre ensemble. Depuis 2016, beaucoup de travail a été accompli. D'abord autour de la pratique sportive et des groupes de parole, mais aussi une visite à l'Assemblée nationale et la réalisation d'un film amateur sur l'inclusion. La responsabilité des adultes, c'est des adultes éducateurs. C'est de mettre des mots sur ce qui s'est passé. Et puis, moi je crois beaucoup à l'ouverture. Plus on ouvrira les portes, plus on créera de l'esprit critique. Et c'est parce qu'il y aura aussi de l'esprit critique que ça permettra d'analyser les choses et peut-être d'éviter que ça se reproduise. À Saint-Étienne-du-Rouvray, le vivre ensemble est une réalité quotidienne. L'espérance de tous les habitants maintenant, qu'un jour la ville ne soit plus seulement associée au drame du 26 juillet 2016. Et comment surmonter ces drames? Ensemble, surmonter le choc. C'est le nom d'une émission spéciale qui sera diffusée ce soir sur France 3 à 18h. Émission produite par le réseau régional de France 3 et présentée par vous. Olivier Michel, bonjour. On vous retrouve en direct de Lyon. Cette émission ce soir, c'est pour aller au-delà du choc, de l'émotion?
Écoutez, c'est vraiment dans le prolongement du précédent reportage. On va essayer de savoir comment retisser du lien social après le choc, comment refaire société dans les valeurs de la République. Nous aurons entre autres comme invité fil rouge une professeure d'histoire-géographie qui a enseigné pendant 24 ans à Vénissieux et qui connaît bien ces problématiques-là. Et puis vous entendrez aussi la parole d'un père de famille, d'une fille qui a été tuée dans l'attaque du Bataclan, qui a dialogué notamment dans un livre avec l'un des pères des 3 assaillants. C'est une émission inédite et exceptionnelle. Nous serons à Conflans-Sainte-Honorine pour le début de la marche blanche cet après-midi. Et puis nous retournerons à Nice, à Toulouse, à Saint-Étienne-du-Rouvray pour justement savoir comment des femmes et des hommes ont pu surmonter le choc. Merci beaucoup Olivier. Ensemble, surmonter le choc. Rendez-vous donc ce soir 18h sur France 3. La circulation du virus, toujours très intense en France. Hier, on a franchi la barre des 2000 patients en réanimation. Ça n'était pas arrivé depuis le mois de mai. La situation se dégrade également en Europe. Et cela amène l'Irlande à décréter 6 semaines de confinement à partir de mercredi soir. L'Irlande qui devient ainsi le premier pays européen à prendre une telle mesure. Il sera suivi du Pays de Galles qui a décrété 2 semaines de confinement à partir de vendredi. Regardez la une du Nord Littoral aujourd'hui. Menace de pénurie de vaccins pour la grippe. Si le vaccin contre le Covid-19 ne devrait pas être disponible en France avant l'été 2021 au moins, le vaccin contre la grippe existe et il aura rarement eu autant de succès. La campagne de vaccination a démarré il y a 1 semaine et déjà plus de la moitié des doses écoulées l'an dernier ont été vendues. Bernard Apparis. Alors, les vaccins, on n'en a plus. C'est la pénurie déjà ? Déjà, oui. Plus de vaccins dans cette pharmacie de Nancy, y compris pour ce patient à risque qui se présente pourtant avec le bon de l'assurance maladie. On nous recommande de nous vacciner le plus vite possible. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je ne sais pas. L'officine a commandé 25% de doses en plus que l'an dernier. Pas assez pour faire face à l'afflux de patients. Les gens se sont tous précipités, sont tous venus le premier jour. Donc, ce qu'on vendait d'habitude en 1 mois, c'est parti en 1 journée. Donc là, maintenant, on attend nos prochaines livraisons. Même inquiétude dans cette pharmacie de Dijon où le stock de vaccins est très faible. Là, en bas, ce sont les doses qui me restent. On réserve également pour des personnes à risque, mais qui n'ont pas encore demandé à ce qu'on leur mette de côté. Là, 4 boîtes, c'est vraiment pas beaucoup. C'est ridicule. C'est même pas beaucoup, c'est ridicule. Vaccination. Priorité est donnée aux personnes à risque. Pour les autres, il est recommandé d'attendre début décembre. Dans cette autre pharmacie de Dijon, Bernadette a eu plus de chance. Je me fais vacciner tous les ans parce que j'ai plus de 65 ans et puis je trouve que c'est nécessaire. Au total, 13 millions de vaccins ont été produits, 5 millions ont été écoulés dès la première semaine. Ce pic a provoqué des pénuries dans les pharmacies qui sont en cours de réapprovisionnement. Les vacances de la Toussaint ont démarré cette semaine en France, mais avec le contexte, on a l'impression que c'est un peu compliqué de voyager en ce moment. Alors justement, bonjour Charles Gillard. Vous avez fait des recherches pour nous, quand on peut se le permettre, où partir en vacances, ou en tout cas, où est-ce que vous nous conseillez de partir? Alors, pour y voir plus clair, je vous propose de jeter un œil à cette carte. En vert, voici les pays où vous pouvez encore vous rendre sans restriction particulière, l'Espagne, le Portugal ou encore la Grèce. Tout au plus, on vous demandera une fiche de renseignement à l'arrivée ou de prendre votre température. Facile dans ces conditions donc de réserver un séjour de dernière minute. En revanche, ça se corse dans la plupart des autres destinations. Ici en rouge, ce sont tous les pays qui appliquent des restrictions aux voyageurs français. Il y en a une quinzaine en tout et en noir, ceux qui ont décidé de tout simplement garder leurs frontières fermées, comme le Danemark ou encore la Hongrie. Alors, comment ça se passe si on veut tout de même passer un week-end à Londres ou dans un pays qui applique des restrictions? Alors, mieux vaut oublier tout de suite le week-end à Londres, Émilie, car le Royaume-Uni fait partie de ces pays, comme l'Irlande, qui impose une quarantaine obligatoire aux Français sur leur sol. Vous échapperez en revanche à l'isolement dans certains États de l'Union européenne si vous êtes en mesure de fournir un test PCR négatif de moins de 72 heures. C'est le cas en Allemagne, vous pouvez le voir, mais chaque pays a ses propres critères et les Français ne sont pas tous égaux selon leur lieu de résidence. L'Autriche, par exemple, impose aussi un test, mais seulement aux Français venus de l'Île-de-France et de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Plus surprenant, à Malte, vous serez testé sur place uniquement si votre avion a décollé depuis Marseille ou Paris. Alors avant de prendre un billet, en tout cas, Émilie, on vous conseille de faire un tour sur le site de France Diplomatie.
Merci beaucoup pour ces explications, Charlotte. Une partie de la France étant en couvre-feu, l'autre est encore libre de se déplacer le soir, ce qui rend cette partie très attractive pour les vacances de la Toussaint, justement. Des régions comme l'Auvergne, par exemple, voient un nombre de touristes affluer en ce moment. Jérôme Doumingue et Lilia Kelfaoui. Ces Franciliens sont arrivés hier soir. Ils ont attendu le dernier moment pour réserver. Ils voulaient être sûrs de bien laisser le couvre-feu derrière eux. C'est vrai que venant d'Île-de-France, on avait envie de respirer un petit peu ailleurs et peut-être juste de se sentir un peu moins proche des autres. Dans leur hôtel, la réception refuse les réservations les unes après les autres. Les chambres qui sont colorées sont réservées. Donc en fait, vous voyez que ici on n'a que ça qui n'est pas réservé. Là on est plein, là on est plein. On est quasi plein tout le temps, quoi. L'hôtel affiche complet pour les 2 semaines de vacances. La région parisienne, on en a quelques fois, mais là cette fois ça monte en flèche. Voilà. Et Bordeaux, on en a aussi quelques-uns, mais là effectivement ça progresse énormément. Pour l'instant on n'a pas de couvre-feu, on a l'impression qu'on est un peu le poumon de la France tout de suite, on vient respirer chez nous en fait. De la chaîne des Puys au pied du Sancy, à l'instar de l'été dernier, le territoire demeure toujours donc un pays de cocagne quand il s'agit de quitter aujourd'hui des zones en alerte maximale. Le couvre-feu, ça risque que des fois c'est un peu dur, donc, surtout pour les personnes qui ont besoin de sortir, surtout pour les personnes qui ont besoin de travailler, surtout dans la restauration. Donc je sais que des fois les bars-restaurants sont fermés, mais ici ça reste ouvert quand même. Donc ça va. Un nouvel engouement mesuré à l'Office de tourisme du Mont d'Or. Les gens sont arrivés samedi et oui, la fréquentation au moins des bureaux d'accueil du Sancy, c'est entre plus 10 et plus 40% pour ce début de vacances. Donc c'est une bonne nouvelle. Après une saison estivale historique, la région et ses grands espaces continuent donc de profiter du contexte actuel. Et c'est une conséquence de cette crise. Les entreprises ont plus de mal à régler leurs factures à temps. 18 jours de retard pour les petites entreprises contre 10 jours l'an dernier. Cela provoque une sorte d'effet domino. D'autres entreprises ayant, elles, du mal à se faire payer. C'est le cas de cette PME qui vend chauffage et climatiseurs. Reportage de Victor Frédéric et de François Desraux. C'est un fléau pour les trésoreries. Dans cette petite entreprise, jamais autant de factures n'étaient restées impayées. Sur tous ces clients, on a ici une facture de 13 000 €, ici une facture de 8 000, une autre de 18 000. Mis bout à bout, ça commence à être assez conséquent. Au total, plus de 300 000 € de retard de paiement dans la nature, avec des conséquences directes pour cette entreprise spécialisée dans la vente de chauffage et climatiseurs. Elle a dû souscrire un prêt garanti par l'État de 300 000 € également pour continuer à payer ses fournisseurs. Nos fournisseurs sont des grands groupes et ils n'ont pas forcément la même souplesse qu'on accorde à nos clients à nous. Donc c'est vrai qu'il y a une espèce de tampon qu'on fait entre nos clients et nos fournisseurs. Depuis le début de la crise du Covid, selon un récent baromètre, ces délais excessifs auraient explosé pour les PME. Le retard moyen atteindrait en 2020 18,6 jours contre 10,9 l'an passé. D'une part, c'est la détérioration de la trésorerie des entreprises due au manque de fonds propres des PME. Et d'autre part, il y a une volonté délibérée d'autres sociétés de bloquer leurs paiements pour sécuriser leur cash afin de voir l'avenir, cet avenir incertain lié à la crise de la Covid. De leur côté, les grandes entreprises et les administrations auraient légèrement réduit leur délai de paiement. Mais pour aller plus loin, le gouvernement envisagerait bientôt de faire appel à des médiateurs, secteur par secteur. Les chiffres de la sécurité routière s'améliorent globalement en septembre. En revanche, et c'est inédit, le nombre de cyclistes tués sur les routes n'a jamais été aussi élevé. Emmanuel Bach et Laure Bignalet. Une mortalité en baisse sur les routes de France. C'est moins 11,3% en septembre, soit 35 morts de moins comparé à l'an dernier. Au total, 275 personnes sont décédées. Une diminution de la mortalité routière qui concerne les automobilistes et les motards. Mais pour les cyclistes, c'est 15 décès de plus par rapport à septembre 2019. C'est la plus forte augmentation en 10 ans. En ville surtout, les dangers sont multiples pour les cyclistes.
Ici, je trouve que les pistes cyclables, vu qu'elles sont sur le trottoir, on n'est pas trop en danger. Mais par exemple, les nouvelles pistes cyclables qui sont plus sur le bord de la route, comme on voit là-bas avec les plots jaunes sur la route, c'est un peu plus dangereux. J'ai pas peur, mais si, j'ai une petite crainte. Si, ouais, j'ai une petite crainte. Crainte de quoi? Crainte de l'accident, crainte de ne pas voir les voitures arriver. On fait très attention, on ne se met quasiment que sur des pistes cyclables. Depuis le déconfinement, le vélo est un moyen de déplacement privilégié. À Lyon, par exemple, le trafic cycliste a augmenté de 36%. La sécurité routière alerte sur les dangers spécifiques des déplacements à vélo, comme l'illustre sa dernière campagne de sensibilisation. Quand vous frôlez un cycliste, lui, il frôle la mort. Une campagne qui invite tous les usagers de la route à mieux se respecter. C'est un exploit scientifique et technique que l'on s'apprête à vivre cette nuit. 300 000 km au-dessus de nos têtes, un robot de la NASA va tenter de s'approcher de l'astéroïde Bennu pour lui prélever de la poussière. Et cette poussière pourrait contenir des secrets sur l'origine de la Terre. Jean-Christophe Battaria. Ce seront les 7 secondes les plus délicates d'une mission de 7 ans. Tout va se jouer ce soir à minuit. La sonde Osiris-Rex va s'approcher à 3 mètres de la surface de l'astéroïde Bennu, autour duquel elle orbite déjà depuis 2 ans. Partie en 2016, la sonde a rejoint au terme d'une incroyable course-poursuite Bennu, un rocher de 500 mètres de diamètre qui file dans le système solaire à 70 000 km/h. Pour la première fois, la NASA tentera de ramener sur Terre des poussières d'astéroïdes. Après 2 ans de voyage de retour, 60 grammes sont attendus. Au centre spatial de Houston, les échantillons seront analysés, catalogués pour des études futures. Et une partie sera distribuée à de nombreux scientifiques de par le monde. Le robot, qui a la taille d'une petite voiture, est livré à lui-même. Lui envoyer un ordre prendrait 16 minutes. Alors pour son approche, pour éviter les rochers, il devra faire coïncider ce que voit sa caméra aux photos qu'il a prises depuis des mois. Son bras télescopique va cracher un jet d'azote qui soulèvera la poussière et qui se retrouvera collé au fond d'un cylindre pour le retour sur Terre. Cette poussière pourrait renfermer les secrets géologiques et biologiques de nos origines. C'est la seule matière qui est demeurée inchangée depuis 4,5 milliards d'années, depuis la formation du système solaire. Il est possible qu'au moment de la formation du système solaire, il y ait des réactions chimiques qui se soient formées et qui aient synthétisé ce qu'on appelle des briques du vivant, des acides aminés, des sucres, des lipides, etc. Et on pourrait retrouver des traces de cela dans Bennu. Si la NASA a choisi cet astéroïde, c'est aussi pour étudier sa trajectoire et éventuellement se tenir prête à la modifier. Bennu menace de venir nous percuter d'ici un siècle. On a appris ce matin la disparition d'un grand footballeur français, Bruno Martini, mort à 58 ans, des suites d'un arrêt cardio-respiratoire dont il avait été victime la semaine passée. Il avait été le gardien de but de l'AJ Auxerre de la grande époque, mais aussi de l'équipe de France, dont il avait porté 31 fois le maillot entre 1987 et 1996. À l'heure où les plateformes comme Netflix, OCS, Amazon ont de plus en plus de succès, les chaînes de télé françaises lancent la leur. Salto, plateforme de vidéo à la demande, créée donc par notre groupe France Télévisions, mais aussi TF1 et M6. Bonjour Nicolas Lemarinier. Bonjour. Que va-t-on trouver sur cette plateforme ? 10 000 heures de programme pour commencer, très rapidement 15 000. On retrouvera tous les programmes phares de la télévision française, en fait, des séries, des documentaires, des spectacles, des émissions, du patrimoine, avec parfois un peu d'avance. Par exemple, Plus belle la vie sur France 3 ou Un si grand soleil sur France 2, eh bien ces feuilletons, on pourra les regarder sur Salto quelques jours avant leur diffusion sur l'antenne. Et puis ils seront présentés avec tous les feuilletons de toutes les chaînes, puisque sur Salto, les programmes sont triés par genre. Et il y a aussi des séries internationales, des films ? Des films, des séries internationales inédites, et puis aussi quelques séries américaines que les téléspectateurs ont beaucoup aimées et qui ont été un petit peu abandonnées par les plateformes internationales. Par exemple, moi j'ai un faible pour Buffy contre les vampires. Ouais, on pourra regarder Buffy en intégrale sur salto.fr. Petite précision aussi, sur Salto, on pourra regarder la télévision normalement. Alors ça va être très pratique pour les gens qui ont une mauvaise réception, qui reçoivent mal la télé chez eux.
par Salto, ils pourront regarder les chaînes normalement. Et quels sont les tarifs? Alors, les tarifs, 6,99 € pour regarder Salto sur un écran et jusqu'à 12,99 € par mois pour 4 écrans. Alors, 4 écrans, ça ne veut pas dire qu'il faut regarder 4 fois la même chose. Vous pouvez regarder 4 programmes différents, chacun dans sa pièce. On peut se les partager. Et on peut se les partager. Merci beaucoup, Nicolas, pour ces précisions. Alors, cela ne veut pas dire qu'il faut non plus rester devant sa télé. On peut aussi courir au cinéma. Les séances s'adaptent dans les zones sous couvre-feu. Et malgré ce contexte, Albert Dupontel a décidé, lui, de maintenir son dernier film à l'affiche. Adieu les cons sort demain. Pascal Deschamps et Nathalie Ether. Un nouveau film d'Albert Dupontel, c'est toujours un événement, car il a le chic pour nous emporter dans des histoires fortes et originales. Dans Adieu les cons, il y a JB, un cadre suicidaire, et il y a Suze, une femme atteinte d'une maladie mortelle qui recherche l'enfant qu'elle a abandonné 30 ans plus tôt. C'est normal, hein. Donner ses données, reprendre ses volets. C'est-à-dire, j'ai un souci de santé. Si vous êtes pressé, on s'en sort plus. Et c'est parti pour 1h30, entre comédie sociale, policière et histoire d'amour. On kidnappe pas les gens pour leur demander de l'aide pour un dossier. On leur tire pas non plus dessus quand ils sont au travail. C'est sur moi que je tirais. Ah bon? Ils vont quitter le troupeau social auquel on appartient, vous et moi, ce grand mouvement qui s'appelle l'existence, pas forcément la vie, mais l'existence. Et puis il y a des faits divers, effectivement personnels, qui font que tout d'un coup ils vont quitter, ils vont se retrouver à la marge de ce troupeau. Et c'est là la grande occasion de se rencontrer finalement. Prévenez à l'intérieur. Est-ce qu'il peut récidiver? J'aimerais vous dire que non. Et maintenant, il est en fuite, en rage. L'univers d'Albert Dupontel est difficile à enfermer dans une case, même s'il se rapproche de la bande dessinée. Déjanté, mais proche des gens, il associe toujours l'intime à l'action. Pour ses partenaires, le voir diriger et jouer est une sacrée expérience. Il a un trait de caractère obsessionnel quand même. Voilà, hop, vous y retournez tout de suite. Voilà, un quart entre vous, c'est pas facile la question quand même. Il a une densité très forte. Enfin, on sent que ce qui se passe à l'intérieur, il y a beaucoup de choses, quoi. Et là, quand il le réalise et qu'il joue en même temps, c'est assez impressionnant comme il passe de l'un à l'autre, comme ça. Il pose son arme et on va discuter. Ils ne sont pas si nombreux, les films qui sortent pendant ce couvre-feu. Adieu les cons devrait attirer un large public. C'est la fin de ce 12-13. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, météo à la carte. Ce soir, vous retrouverez Carole Gessler pour le 19-20. Très belle journée. À demain. Retrouvez toute l'info en continu sur le canal 27.